je vais effectivement essayer de dire ce qui s'est passé en gros entre le début des années 60 et le milieu des années 70 en Tunisie, très brièvement. En trois moments, si vous le permettez. D'abord quand même le contexte général des années 60, et puis comment se structure l'opposition de gauche au régime, quelle est, et ça rebondira à ce que vient de dire Malika, quelles sont les positions des gauches par rapport à l'entreprise de collectivisation autoritaire de Ben Salah, et puis l'opposition et la répression. Alors, la Tunisie accède à l'indépendance en 1956, mars 56, et la fin des années 50 voit s'installer le régime bourguibien qui met en place un appareil d'État décidé dès le départ, dès l'indépendance, à mettre fin à toutes les dissidences. La monarchie est abolie le 25 juillet 1957 et Bourguiba devient le premier président de la République. Son parti, le Néo-Destour, contrôle l'ensemble du pays et à partir de 1963 devient parti unique puisque le Parti communiste tunisien est interdit en janvier 1963. Mais la Tunisie, à côté de ses voisins, me semble-t-il, présente certaines originalités, à côté d'une Algérie qui se veut résolument socialiste, entre guillemets, évidemment je mets des guillemets à ce terme, j'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais la plupart d'entre vous le comprennent. Donc, il y a des forces sociales, au niveau des forces sociales, qui est un pays beaucoup plus déstructuré que la Tunisie par la colonisation, à côté d'un Maroc qui est profondément conservateur et dont la monarchie tire une part de sa légitimité de l'allégeance du monde rural. La Tunisie est le pays le plus urbain du Maghreb, de très loin, le moins conservateur, le plus scolarisé, qui a derrière lui une très longue tradition syndicale. Les premières manifestations syndicales nationales datent de 1924, qui a une trajectoire très ambiguë, c'est-à-dire un leader charismatique en la personne de Bourguiba, qui est à la fois autoritaire et libéral, et qui en même temps est un bref moment historique séduit par une expérience qu'on appelle à l'époque socialiste. Voilà donc les paradoxes de la Tunisie. Et Bourguiba, au début de son règne, le terme n'est pas trop fort, procède à des réformes qui changent très profondément la société tunisienne. Je n'en citerai que deux, parce qu'elles sont les plus emblématiques. Évidemment, le Code du statut personnel du 13 août 1956, qui donne aux femmes des droits qu'elles n'ont jamais eu ailleurs dans le monde arabe, et d'ailleurs qui est aujourd'hui encore, de très très loin, le code de la famille le plus avancé du monde arabe, quelles que soient ses insuffisances tout à fait notoires. Et deuxième grande réforme, la sécularisation du droit, c'est-à-dire la suppression des tribunaux religieux et la mise en place d'une justice civile égale pour tous les citoyens. Donc c'est une mesure qui a un caractère très modernisateur et qui affaiblit considérablement l'emprise religieuse sur la société. En politique étrangère, c'est important pour mon propos dans la mesure où ça va aussi positionner la gauche. Bourguiba s'aligne totalement sur l'Occident. Il a, depuis le début de sa vie politique, il est farouchement anticommuniste. Il est très méfiant vis-à-vis de Nasser et du nationaliste arabe. Bourguiba n'a jamais été un nationaliste arabe, en pensant que ce sont des rêves de grandeur qui ne trouveront jamais réalité. Et c'est un choix occidental qui est très important dans la mesure où il va servir d'aliment à la contestation étudiante des années 1960 et 1970. Et à partir de 1962, c'est là qu'il y a un paradoxe, commence ce qu'on appelle une expérience coopérative en Tunisie, c'est-à-dire qu'un ministre, le ministre du plan de l'économie, Ahmed Ben Salah, met en place un système collectiviste d'État sur le modèle des industries industrialisantes. C'est mettre à penser sauf François Peyroux et Gérard de Bernis. C'est vraiment Gérard de Bernis qui d'ailleurs était très important, comme en Algérie, à l'époque de Ben Bella, effectivement, il navigue entre l'Algérie et la Tunisie, et c'est la théorie de l'édification des pôles de développement, des industries industrialisantes, etc. Dans ce contexte global, quelle est l'opposition de gauche au régime dans les années 60? En fait, on peut en distinguer trois. Le Parti communiste, c'est le plus ancien du monde arabe. Il a été créé au lendemain du congrès de Tours. Et il s'est tunisifié, on va dire, parce qu'au début il était créé par des Français communistes de Tunisie, et s'est tunisifié à partir de 1934. Il n'a jamais été un parti de masse, mais il a toujours eu des bastions assez solides,
dans les mines, chez les dockers, dans les milieux intellectuels. C'est vraiment les trois bastions du Parti communiste. Et dans les années 60, par rapport à l'expérience collectiviste, j'y reviendrai dans un instant, il a une position très ambiguë vis-à-vis de cette expérience, à laquelle il apporte un soutien critique, parce qu'il s'agit, à ses yeux, d'une expérience socialiste. Il se qualifie alors, à l'époque, de parti semi-clandestin, puisqu'il est interdit à partir de 1963, et son soutien critique, comme il l'appelle, vis-à-vis de l'expérience de Ben Salah, n'empêchera pas la répression à l'égard de ses militants et de ses dirigeants. Vous avez les nationalistes arabes, mais les nationalistes arabes se divisent en deux grands courants. À l'époque, il est à son apogée au Mashrek. Il séduit une partie de la jeunesse étudiante à l'époque. Mais en fait, en Tunisie, il est structuré autour de deux mouvances extrêmement distinctes. D'une part, ce qu'on appelle les nostalgiques du yousséfisme, du nom de Salah Ben Youssef, qui avait conduit contre Bourguiba une opposition, on va dire, arabo-islamique, contre les réformes sécularisantes de Bourguiba, et qui a été assassiné en 1961. Donc ça, c'est, disons, un nationalisme arabe extrêmement conservateur. Et d'ailleurs, les islamistes, plus tard, se réclament de l'héritage de Ben Youssef. Et, en revanche, la jeune génération se réclame plutôt du barathisme, à la fois nationaliste et socialiste, toujours entre guillemets, bien entendu, et se veut de gauche. Cette jeunesse nationaliste arabe, et plusieurs des leaders de cette mouvement seront d'ailleurs emprisonnés aussi. Troisième élément de cette gauche, ce qu'on a appelé le mouvement Perspective. Mouvement Perspective, c'est le principal mouvement de la gauche étudiante dans les années 60, qui s'appelle de son nom officiel le Groupe d'études et d'action socialiste tunisien, mais qui est connu sous le nom de Perspective, qui est le titre de sa revue en fait, Perspective. Ce mouvement voit le jour à Paris en 1963 chez les étudiants tunisiens qui sont à Paris. Alors, il voit le jour pourquoi? D'abord, parce qu'il se démarque du Parti communiste. Encore, ce sont des vieilles appartenances dans lesquelles il ne se reconnaît plus. Il ne se reconnaît pas non plus dans l'allégeance du Parti communiste tunisien à l'Union soviétique encore. Et il est tout à fait différent également, donc, démarcation vis-à-vis du PC, très différent des nationalistes arabes, parce que c'est un mouvement résolument internationaliste et anti-impérialiste, mais pas du tout avec une coloration nationaliste arabe. Il répudie totalement cette connotation nationaliste arabe, et c'est, à l'époque, les débats, c'est Cuba, Che Guevara, Rudi Dutschke en Allemagne, la contestation étudiante à Los Angeles et à Berkeley, les mouvements des Black Panthers, le FNL vietnamien, la Palestine, la guérilla du Dauphin, enfin, voilà tous les référents idéologiques et les parentés dont se réclame le mouvement Perspective. Et en fait, la liberté de pensée de ce mouvement en a fait dans beaucoup de domaines des précurseurs, des intellectuels de gauche de plusieurs générations de Tunisiens. D'ailleurs, dans plein de domaines, ce sont des précurseurs. La fameuse brochure jaune de 1967, par exemple, qui est restée célèbre, brise un tabou arabe en défendant la thèse de deux États en Palestine, et ce qui est, avec le vocabulaire de l'époque, évidemment, l'alliance des classes ouvrières palestiniennes et israéliennes contre les projets impérialistes de la région. Voilà, c'était le vocabulaire, bien évidemment, de l'époque, mais brise quand même un tabou arabe. Alors, l'opposition au régime se fait d'abord sous la bannière de l'anti-impérialisme, puisque la Tunisie entretient des relations avec le Sud-Vietnam, affiche son alliance stratégique avec les États-Unis. La première manifestation de cette opposition, c'est une grande manifestation en 67 contre la venue du vice-président Humphrey à Tunis, et la création de Comité Vietnam à Tunis. Et ce qui est intéressant, ce qui est intéressant aussi chez Perspective, c'est que c'est une opposition frontale au régime, mais les militants et les dirigeants de Perspective se sentent tout à fait en phase avec les réformes modernistes de Bourguiba. Tout à fait, c'est-à-dire en matière de sécularisation et sur la question des femmes. Il y a une opposition politique frontale, mais une concordance au niveau de... Alors, face à la collectivisation, c'est extrêmement intéressant, parce que vous avez des positions totalement différentes
entre Perspective et les communistes. Les communistes ont exactement la même position que le Pax algérien, c'est-à-dire se définissent comme une opposition constructive, la planification et la création de coopératives sont des points à mettre à l'actif du régime, qui aurait choisi une voie non capitaliste de développement, et les révoltes paysannes qui ponctuent l'expérience socialiste en Tunisie seraient, selon les communistes, des tentatives de la bourgeoisie de s'opposer à l'expérience socialiste. Donc, voilà un petit peu, et ils sont même pour l'accélération du mouvement coopératif, les communistes. Les perspectives se situent dans une toute autre perspective, c'est le cas de le dire. Et les dirigeants de perspective condamnent totalement la politique de mise en coopérative en estimant que la destruction de la petite bourgeoisie agraire et commerçante ne sert que les intérêts de la grande bourgeoisie, et que la mise en place d'un capitalisme d'État, parce qu'ils considèrent que la collectivisation est la mise en place d'un capitalisme d'État et non pas du socialisme, est une étatisation qui favorise la création de nouvelles bourgeoisies bureaucratiques. Et donc, ce capitalisme d'État aurait pour objectif de transférer à la bourgeoisie les moyens de production étatisés une fois que la grande bourgeoisie serait assez développée pour assumer ce transfert, en réalité. Et donc, selon Perspective, il faut lire les émeutes paysannes qui ont ponctué l'expérience socialiste comme des révoltes de la petite bourgeoisie agraire contre sa propre mise à mort, en réalité. Et d'ailleurs, une partie de cette analyse sera parfaitement confirmée dans les années 70, puisque les années 70 seront en Tunisie l'époque où se crée un capitalisme privé industriel dont les principaux capitaines d'industrie viennent du capitalisme d'État des années 60. Donc, Et d'ailleurs, hors de Tunisie, les quelques mouvements trotskistes soutiennent la position des perspectives qui sont pourtant pas trotskistes. Par exemple, le courant pabliste de Michel Raptis soutient la position de perspectives, en particulier dans un article qui était intitulé « Le Parti socialiste des Sauriens face aux réalités de la lutte des classes », tout en le Raptis considère que l'autogestion algérienne est le seul modèle qui est valable. Donc, quelle année ça c'est juin 65, avant juin 65 évidemment, puisque Raptis est viré d'Algérie en juin 65. Alors, voilà un petit peu les positions par rapport au pouvoir, etc. Maintenant, je termine par la répression, la répression tout à fait brutale contre cette opposition. Alors, donc très vite, vous voyez, cette opposition a affirmé son désaccord sur des points politiques importants avec le régime de Bourguiba, qu'on appelait le combattant suprême à l'époque. Voilà. Et en fait, cette génération de perspectives est vraiment le produit de ce qu'est la Tunisie à l'époque, c'est-à-dire de cette vieille culture de gauche, cette vieille culture syndicale, de cette élite intellectuelle marxiste, d'un pays qui est encore cosmopolite dans les années 60, c'est un peu le creuset dans lequel elle fait ses classes. Alors, Perspective est fondée à Paris en 63, mais les dirigeants de Perspective reviennent dès la fin de leurs études à Tunis en 64-65, tous les dirigeants de Perspective, et donc Tunis redevient très vite à partir de 65 le centre de la contestation, qui évidemment se développe essentiellement dans le monde étudiant et dans le monde enseignant, qui sont le théâtre vraiment du foisonnement contestataire. La rupture formelle avec le pouvoir a lieu dès 1961, cela dit. Lors d'une manifestation, pour la première fois depuis l'indépendance, les forces de l'ordre dispersent les étudiants. Deuxième point de la rupture avec le pouvoir, c'est quand le pouvoir décide de placer sous sa coupe le syndicat étudiant, l'Union Générale des Étudiants Tunisiens, l'UGET, qui était aux mains de la gauche étudiante, et donc le pouvoir fait une espèce de coup d'État au sein de l'UGET pour prendre la direction de l'UGET. En quelle année ? Ça c'est en 1963, le passage de l'UGET sous la direction d'ailleurs du pouvoir d'un monsieur qui vient de mourir il y a quelques jours, Mohamed Sayar, qui a toujours été un des durs du régime destourien, et c'est lui qui prend l'UGET. Et Bourguiba, qui refuse toute contestation, déteste d'autant plus cette contestation étudiante. Il y a vraiment une espèce d'animosité personnelle extrêmement intéressante, parce que pour lui, qui a
à l'époque, 30% du budget tunisien est consacré à l'instruction, à l'éducation, aussi bien primaire, secondaire que supérieure. La Tunisie n'a pas d'armée, Bourguiba dit que l'armée c'est totalement inutile, qu'il faut faire des écoles, et que des étudiants, que ces universitaires, ces étudiants, soient le principal foyer contestataire, lui qui se veut leur instituteur, leur maître, leur maître spirituel, le met dans des états tout à fait... il en est extrêmement furieux et il désigne le groupe Perspective et les progressistes comme les ennemis à abattre. Et c'est très étrange d'ailleurs, parce qu'avec le recul, quand ils sortiront de prison dans les années 80, dans les années 90, tous ces dirigeants Perspective se considéreront comme les enfants illégitimes de Bourguiba, comme les vrais enfants de la modernité bourguibienne en réalité. Mais au plan idéologique, dans le tournant de 1966, 67 et surtout à partir de 1968, c'est vers la Chine que les perspectives se tournent et deviennent Mao. Ce marxisme du tiers-monde, comme vous le savez, correspond à l'ère du temps. Et donc, dans le monde entier, une partie de l'extrême gauche se convertit au maoïsme. C'est le cas des perspectives. Et cette conversion au maoïsme introduit une première rupture au sein du mouvement perspective, parce qu'il y en a qui refusent cette conversion au maoïsme et qui s'éloignent du parti. Et toujours paradoxe de cette extrême gauche, ils sont maoïstes, mais parfaitement libertaires. Ce sont des maoïstes libertaires, les perspectives. Par exemple, il y a des textes tout à fait intéressants sur la mixité sexuelle, sur la libération des femmes. Ils sont influencés par Sartre et Althusser. Foucault est prof à Tunis à l'époque. Foucault est à la fac de Tunis, il enseigne. Et il a d'ailleurs toujours protégé et accueilli chez lui des militants de perspective, et il est renvoyé, d'ailleurs il est viré de Tunisie à la fin de l'année 68 pour avoir soutenu les perspectives. Et le début de la grande répression commence en 67, le 5 juin 67, fois de plus évidemment la guerre des 6 jours. Il y a une manifestation anti-impérialiste à Tunis contre le centre culturel américain. Et cette manifestation, et vous voyez là l'intelligence politique, disons, des perspectives aussi, qui ne confondent pas antisémitisme et antisionisme, puisque très vite la manifestation anti-impérialisme, je ne vais pas vous raconter les détails parce que ce serait beaucoup trop long, est dévoyée par certains secteurs du pouvoir et les envoyés de certaines ambassades arabes, en particulier l'ambassade d'Irak, et qui commence à devenir un début de pogrom dans les rues du centre-ville de Tunis, où on commence à casser les boutiques, les magasins juifs, etc. Et ceux qui s'opposent à ce début de pogrom, qui commence à prendre des allures extrêmement violentes, ce sont les militants communistes et perspectives qui essayent de protéger et les milieux les plus nationalistes, d'ailleurs, leur reprocheront leur sionisme pour avoir protégé ça, d'autant qu'il y a des juifs dans les rangs des militants et des dirigeants de perspectives. Et la lutte, donc, se durcit. Et en 68, vous avez la première grande vague de répression. Tous les dirigeants, 67 déjà, la plupart des dirigeants avaient été envoyés au service militaire. Et 68, ils sont arrêtés et envoyés en prison. Et c'est en prison, en fait, que les perspectives tunisiens, les gauchistes tunisiens passent leur mai 68. Ils sont tous emprisonnés à l'époque, entre autres au bagne de Borgeroumi, qui est un bagne très dur. 70, période de relative libéralisation très brève du régime. Ils sont libérés, puis remis en prison en 72. Et 1972-73, c'est encore une époque de grands procès, où plusieurs centaines d'étudiants sont arrêtés. Le procès de 73, c'est plus de 300 étudiants qui sont arrêtés et condamnés aussi à de longues peines de prison. Et en fait, ce moment paroxystique de 1973 signe la fin des années 68 en Tunisie. C'est vraiment la fin des années 68 qui a vu vraiment une partie de la jeunesse tunisienne vibrer à l'unisson de tous les mouvements mondiaux qui ont eu lieu durant cette décennie. Et l'ampleur de la répression a raison des plus déterminés, puis d'autres s'exilent, entre autres en France. Au bagne, où ils croupissent,
en fait, il y a une véritable rupture, et je terminerai par là, je m'excuse d'avoir été un peu longue, c'est que les nouvelles générations de Perspective, d'ailleurs le journal ne s'appelle plus Perspective, c'est un autre journal qui s'appelle L'Armelton, c'est le Travailleur tunisien, qui est un journal beaucoup plus dur, beaucoup moins intellectuel, et cette nouvelle génération d'extrême gauche est une génération que j'appellerais nationalo d'extrême gauche, c'est-à-dire que elle est à la fois marxiste, mais séduite par le nationalisme arabe. Elle n'est pas insensible à la rhétorique identitaire. Et se conforme volontiers aux rituels religieux, alors que la génération d'avant était parfaitement laïque, pour se rapprocher du peuple, comme elle dit. Donc en prison, les gens font ramadan, cette nouvelle génération, etc. Et c'est ces jeunes-là qui donneront plus tard naissance au Parti ouvrier communiste tunisien, ce mouvement nationalo-marxiste, auquel la révolution de 2011 a donné une nouvelle jeunesse à un moment. Voilà. Et la rupture entre ces deux courants est inévitable, elle a lieu en 1973, et en fait à leur sortie de prison en 1979 et 1981, les vieux, les anciens, vont se convertir à la défense des droits humains, à la démocratie, qui devient leur combat principal, à un moment où dans tout le monde arabe, les mouvements issus de l'islam politique remplacent ceux de l'extrême gauche internationaliste comme porte-parole de la contestation. Et en fait, ceux qui il y a 50 ans, ça fait 50 ans maintenant ou presque, qui ont cru que le vieux monde était derrière eux, eh bien, ils se sont remobilisés en janvier 2011. C'était des vieux, ils avaient tous les cheveux gris, et ils ont participé à toutes les manifestations, tous les débats qui ont suivi 2011. Et c'est aussi grâce à eux, grâce à cette tradition, que la Tunisie, et à leur lutte et à leur mobilisation au sein des organisations de la société civile, que la Tunisie n'a pas eu une constitution islamiste en 2014, parce que leur influence intellectuelle sur la société n'a pas totalement disparu, et merci. Merci Sophie.